Eh bien, j'aimerais conclure sur ce que nous, on connaît. Là, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble dans cette formation, on a étudié l'histoire et l'évolution du tarot depuis sa naissance en Italie en 1435-1440 jusqu'à les tarots derniers que je vous ai montrés, les tarots de Marseille, 1930 avec le tarot Grimaud, fin du 18e avec le Nicolas Convert. Donc on est aux portes du 18e siècle, 19e siècle, 20e. On a fait finalement un beau récapitulatif presque de toute l'histoire et de l'évolution du tarot, et des styles iconographiques, et des changements d'ordre d'atouts et tout. Donc on a emmagasiné un paquet de connaissances quand même déjà. Je vous ai invité dans le module d'avant à faire un jeu de rôle, à vous prêter à un exercice d'empathie. Mettez-vous dans la peau d'une Florentine, d'un Florentin des années 1440. Vous êtes dans la peau d'un Florentin, vous sortez dans la ville, vous voyez des amis, je vais jouer au tarot. Je vous ai habitué à vous mettre dans la peau du quartier, dans la peau de tout le monde finalement, et jamais dans la vôtre. Maintenant, pour conclure ce module, regagnez vos corps, les amis. Vous avez fait un voyage astral depuis le début de la formation. C'était ma promesse. J'avais proposé la formation comme ça. Cette formation est un voyage. Voilà. Dans l'Italie des siècles passés. Revenons à Ferrare, Milan, Bologne et tout, les grandes villes et tout. C'est un voyage. Maintenant, regagnez vos corps en paix, tranquillement. On est en 2025, 19 mars. Et nous, quand on s'intéresse un peu à nous par rapport au tarot, qu'est-ce qui se passe? La situation, elle est simple. Nous, on est nés au XXe siècle ou au début du XXIe siècle. Dans le monde qu'on connaît, nous, quand on est arrivé au monde, le tarot, c'est quoi? C'est un paquet de cartes occultes et hermétiques qui est utilisé par les devins parce qu'ils disent que c'est un oracle et qui n'a rien à voir avec le jeu de tarot auquel jouent les joueurs. C'est ça, nous, le monde dans lequel on est venu. C'est une erreur, je vous l'ai montré. C'est le même tarot. Mais nous, on est venu dans ce monde-là qui nous disait ça, qui racontait ce récit-là. Moi, je viens de là. J'ai fait un effort de conscience pour sortir de ce schéma. J'ai fait un effort que je vous ai décrit en partant du tarot avec un grand T comme Torah. Je suis arrivé au tarot avec un petit T comme tableau. Je crois qu'on a exploré ensemble ce tarot-là, qui est le tarot historique. Donc j'aimerais conclure sur notre monde à nous, ce qu'on a connu, et vous faire une proposition. Isabelle Nadolny, dans son livre Histoire du tarot, et comme tous les historiens du tarot d'ailleurs, n'oublie pas du tout le tarot occultiste et l'histoire occultiste du tarot et l'histoire divinatoire du tarot, pas du tout. Tous les historiens du tarot, Thierry de Polis, Isabelle Nadolny, tous les Italiens, tous les anglophones, ils sont historiens de métier. Donc ils traitent de toutes les histoires du tarot. Donc si vous lisez Isabelle Nadolny, vous trouverez à la page 132 une note très importante. C'est en 1781, vous voyez, fin du XVIIIe siècle, un peu l'époque à laquelle apparaît le tarot de Nicolas Convert, qu'Antoine Courte de Guesblen publie son tome 8 du monde primitif. Voilà le titre de son livre qui entend faire un peu l'histoire, occulte d'ailleurs un peu, de tout ce qu'il appelle le monde primitif, en fait les antiquités, les anciens, l'Égypte, la Grèce antique, je sais pas quoi truc. Et dans son tome 8, Antoine Courte de Guesblen, qui est un occultiste, qui s'intéresse à la magie, au début de la Kabbale, parce que la Kabbale, en fait, commence à se diffuser un peu dans les cercles à ce moment-là, c'est très tardif. Il s'intéresse un petit peu à tout ça, aux arts divinatoires, il en parle. Et il expose, dans son tome 8 du monde primitif, une théorie sur le tarot. On est en 1781, les amis. C'est extrêmement récent. Dans un chapitre intitulé Du jeu des tarots, eh bien, il parle de sa théorie sur le tarot, et puis il y a un autre chapitre qui suit, qui s'appelle Recherche sur les tarots et sur la divination par les cartes des tarots par Monsieur le C2M. Aujourd'hui, on sait que c'est le comte de Mêlée. Il a caché son nom, mais c'était le comte de Mêlée, un autre personnage de cette époque qui s'intéressait à l'occultisme. Donc pourquoi c'est intéressant cette note? Parce que ce que vous avez devant les yeux, c'est la première fois dans l'histoire connue que un individu associe le tarot à la divination et dit que le tarot est un objet divinatoire. Ça, c'est que le titre du chapitre, mais lisez-le, vous le trouverez en PDF sur Internet, Le Monde Primitif, c'est un super livre d'ailleurs. Il dit bien que c'est ça, c'est un objet divinatoire. Mais il sait aussi que c'est un jeu de cartes. Les premiers occultistes de la fin du XVIIIe siècle qui commencent à inventer cette nouvelle doctrine à propos du tarot savent tous que le tarot c'est un jeu de cartes, ils voient des joueurs de tarot. Donc ça c'est quand même important de le dire, c'est quand même leur rendre justice. Ils le disent, ils n'ont pas de problème avec ça. Au contraire, c'est là que le vice va apparaître, parce qu'il va en faire quelque chose de ça, Antoine Courte de Guesblen. Mais pas parce qu'il est vicieux, lui il croit en ce qu'il dit. Bon, j'imagine. Bon, pas sûr, j'en sais rien en fait, mais je veux dire, c'est pas, je dis pas que c'est un être vicieux.
Mais il y a un vice qui apparaît dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire, et dont nous, on a hérité. Ensuite, quelques pages après, sur en fait la première page de son chapitre sur les tarots, comme il appelle ça, voilà ce que dit Antoine Courte de Guesblen. Si on entendait annoncer aujourd'hui qu'il existe encore de nos jours un ouvrage des anciens Égyptiens, bah, chacun serait sans doute empressé de connaître ce livre, quoi. Mais ce livre existe, nous dit Antoine Courte de Guesblen. Il y a un ouvrage aujourd'hui des anciens Égyptiens qui existe, qui est autour de nous, qui circule, et ce livre est très vrai, nous dit-il. Et ce livre, en un mot, est le jeu de tarot. C'est la première fois de l'histoire, 1781, qu'un individu qui est le même qui juste avant avait associé le tarot au monde oraculaire, eh bien c'est la première fois dans l'histoire qu'un individu dit que le tarot a une origine égyptienne, que c'est même un livre des Égyptiens, le livre de Thoth ou un descendant, etc. Vous voyez que c'est extrêmement tardif, les amis. Avant ça, rien. C'est même pas peu de choses. Rien. Rien. C'est à partir de 1781 que des esprits passionnés par la magie, les talismans, la divination, l'hermétisme de la Renaissance qu'ils commencent à étudier, la Kabbale dont ils commencent à entendre parler. Donc j'entends par là surtout la guématrie. On associe des nombres aux lettres hébraïques, ce que font en fait les rabbins, depuis eux des millénaires. Mais eux là, en France, ça commence à peine, 1780. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Kabbale. C'est que à partir de ce moment et après, on pourrait faire une frise, peut-être je la ferai avec avant tout noir et après, ben c'est là qu'on commence à parler de le tarot est divinatoire. Pourquoi? Parce que c'est un livre magique des anciens Égyptiens écrit par Thoth lui-même. C'est peut-être même un livre kabbalistique, ça ce sera même au 19e siècle, hein, plus tard, avec Wirth, bon, donc lui c'est même fin du 19e, Wirth, avec Papus aussi, eux, donc ils mettront un petit peu plus de kabbale. C'est 19e siècle ça. Avant, jamais, on n'a même pas une mention. Il n'y a pas un Italien qui associe le tarot ni à la Kabbale, ni au talisman, ni à la magie. Aucun, rien, zéro. Pendant des siècles. Vous comprenez? Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut qu'on ait conscience, à mon avis. Parce que ça nous parle de la nature du tarot. Et c'est là où je vais en venir dans ce chapitre. Vous allez voir, je vais vous expliquer le propos qui est le mien et la nuance importante que j'essaie d'amener. Des fois, je l'explique et je vois que les gens ne comprennent pas la nuance, mais pour moi, elle est importante et je vais vous l'expliciter simplement, vous allez voir. Parce qu'il n'y a aucun problème avec la divination pour moi. Aucun. Pour moi, c'est pas ça le problème. Je vais vous dire le problème. Mon propos par rapport à ce que je viens de vous dire est le suivant, les amis. Écoutez bien. Certains historiens du tarot et des cartes se sont penchés sur l'étude des mentions qui associent les cartes à la divination. C'est-à-dire depuis combien de temps, en fait, les hommes utilisent des cartes parfois pour faire de la divination. Pas les tarots, mais d'abord les cartes, les jeux de cartes qui sont arrivés comme on l'a vu en 1360 en Europe. Bah en fait, ces historiens, ils trouvent des vieilles mentions. 1450, il y a des gens qui racontent que ça arrive de rencontrer une personne qui utilise les cartes pour faire de la divination. Il y a des mentions comme ça. Ces mentions, elles sont claires. Elles nous montrent que ça existe, mais c'est très restreint par contre. C'est pas du tout un truc qui est diffusé. Mais peu importe. Est-ce qu'on a des mentions avant la naissance du tarot? Non. Mais pour moi, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que moi, à mon avis, je veux dire, à partir du moment où il y a eu des cartes, il y a eu de la divination avec. Parce que la divination, c'est une pratique qui est vieille comme l'humanité. Quand les anthropologues ils vont dans n'importe quelle tribu, dans n'importe quelle civilisation sédentaire, dans n'importe quel clan nomade, peu importe la structure de la société, peu importe la structure parentale, économique, politique, peu importe le type de société humaine, sédentaire nomade, peu importe, dans tous les clans humains, à peu près sauf exception, il y a des devins. Les chamans font de la divination. Pour ceux qui conservent des archives, il y a des vieilles prophéties, on les étudie pour le présent. Tout est anachronique, les temps sont mélangés. C'est vieux comme l'humanité. Donc moi, j'ai zéro problème avec ça. Le devin, le chaman, représente, anthropologiquement parlant, à mes yeux, une fonction sociale, et qui en plus est vachement importante. Et le médium, c'est une fonction sociale anthropologique qui est vieille comme l'humanité et qui est fondamentale, parce que la vie est difficile, et que nous, petits humains que nous sommes, quand on a trop de coups durs, on a besoin d'aide dans la vie. Et quand on a besoin d'aide, et qu'un médium est là, et qu'on le consulte, et que ça nous aide, bah, il a rempli sa fonction, le médium. C'est une fonction sociale anthropologique, ça. Ou si on consulte un devin, voilà. Donc, de mon point de vue, à mon avis,
Aussi vite il y a eu des cartes en Europe, aussi vite les gens ont fait de la divination avec cartes, ou pas. Ou peut-être on découvrira un jour que non, pendant 30 ans ils en ont pas fait, et puis finalement c'était qu'à partir de 1395. Mais en fait, pour moi, je vois pas ce que ça change. Vous voyez, ça change rien. Et j'ajouterais que quand quelqu'un incarne cette fonction sociale, quand quelqu'un est médium, devin, chaman, j'en connais, vous en connaissez, vous en avez sollicité, vous savez ce que je dis. Ces gens-là, ils sont tournés vers les autres. Excepté les charlatans qui font que pour le fric, hein, il y en a, je parle pas de ceux-là, je parle de ceux qui vraiment incarnent cette fonction sociale anthropologique. Ceux-là, ils sont tournés vers la collectivité, parce qu'ils savent, ils sentent, ils sont intuitifs en général, ils jouent un rôle prégnant, fondamental dans le lien humain, même dans le salut, dans le fait que des fois on a besoin d'être sauvé, parce qu'on a des deuils, c'est trop dur, et il nous faut de l'aide. Et au milieu de tous ces gens-là, s'il y en a qui vraiment contactent les défunts ou font toutes sortes de choses, tant mieux, tant pis, j'en sais rien, c'est super, très bien, aucun problème pour moi, vous voyez. Ces gens-là, quand on les observe, on peut voir quelque chose. C'est qu'en fait, eux, ce sont des artisans, en fait, j'aimerais dire. C'est-à-dire que, en fait, ils font avec ce qu'ils ont. Souvent, ils ont une certaine humilité. Ils travaillent avec ce qu'ils ont sous la main. S'ils ont l'habitude d'avoir une boule de cristal, mais que un jour, quand vous sollicitez la personne, la boule, elle n'est pas là pour une raison X ou Y, il va vous recevoir, la personne. Et puis il va faire avec autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, ma fille, coule-moi une tasse de café. Et puis je vais lire plutôt dans le mar. C'est pas grave, on s'en fout de la boule aujourd'hui. Vous voyez? C'est quoi? Il y a un paquet de cartes, vas-y. Il y a plus de café, je prends les cartes. Et je t'aide. Et je me connecte aux esprits, aux trucs et tout. Les chamans, les devins, les médiums, ils font avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de problème avec ça. Vous voyez? Et en général, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Ils vont jusqu'à leurs limites, ils donnent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent, ils font avec ce qu'ils ont. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un devin qui utilise soit le marc de café, soit des tracés dans du sable, comme on trouve chez les Touaregs, soit des formes dans les nuages, comme faisait Marcille Fissin. Il interprétait les signes dans les nuages. Ou soit qui utilise des cartes classiques traditionnelles avec même pas vraiment des allégories dessinées, mais juste les chiffres, quelques symboles, trèfle, cœur. Ou que ce soit des symboles du tarot. C'est pas grave, c'est pareil. Bien sûr qu'ils font ça, les médiums et les devins. Bien sûr qu'ils font ça. Ils utilisent des objets pour pouvoir officier. Ils utilisent ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais ça, c'est pas ce que vous avez devant les yeux. C'est pas ce qu'on vient de voir. Antoine Courte de Guesblen, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il fait. Antoine Courte de Guesblen, si on veut être précis, c'est pas contre lui, j'en sais rien, je le connais pas, j'ai aimé son livre, c'est pas. Mais si on veut être précis, et si on se pose une question sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait en fait là en écrivant ça? Mais je vais vous le dire, il dénature le tarot. C'est-à-dire que pratiquement, il faut que j'utilise les mots de façon neutre, hein, n'ayez pas peur, il change la nature du tarot. Puisqu'il dit, le tarot, c'est un jeu de cartes auquel des gens jouent, mais en fait non, c'est pas un jeu de cartes. Les gens l'ignorent, mais c'est un livre qui a été écrit par les Égyptiens. C'est un oracle magique divin qui sert en fait à transmettre le véhicule éternel de la tradition primordiale, de la sagesse des vieux Égyptiens. C'est vraiment sa théorie, quoi. Et ils ont caché ça dans un objet profane pour que personne ne voit dans ces formes profanes qu'en fait c'est la chose la plus sacrée du monde, la doctrine égyptienne. C'est ça que dit Antoine Courte de Guesblen. Il propose ce discours sur 0 élément, pas sur un, sur zéro. Zéro. Avant, au moment où il fait ça, zéro, aujourd'hui zéro. Il y a 0 élément. Donc, il dénature le tarot, il change la nature du tarot. Mais il n'est pas méchant, il n'a pas fait ça pour être méchant, il a fait ça parce qu'il était inspiré, tout simplement. C'était un poète, quoi. Voilà, c'était un poète. Mais ça, c'est pas pareil. Moi, je fais une grande différence entre un devin qui va utiliser des cartes pour faire sa divination comme il pourrait utiliser du marc de café. Je fais la différence entre ça et quelqu'un qui pose une doctrine dans un livre de 800 pages qui est une somme et que les gens vont lire, dans lequel il décrit que le tarot, c'est le livre de Thoth. Là, il change la nature du jeu de cartes allégorique. Avant lui, le tarot, c'est un jeu de cartes qui a cette particularité de comporter une suite d'atouts symboliques, allégoriques et philosophiques qui nous mènent à la méditation et à la réflexion. Est-ce que c'est pas déjà assez?
Donc ça, c'est mon propos, c'est-à-dire que ce que je vous livre, c'est le terme de ma réflexion par rapport à ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle avec les occultistes qui se sont emparés du tarot. Moi, j'ai aucun problème avec un occultiste qui s'empare du tarot pour dire, moi, des fois, dans ma pratique, je l'utilise pour faire telle chose, pour me connecter aux morts et tout. Mais très bien, tu fais ce que tu as à faire. J'ai un problème avec la personne qui m'explique que je suis pas au courant, mais le tarot, en fait, c'est les vieux Égyptiens qui l'ont fait. Moi, ça me va pas. Parce que les hiéroglyphes, en amateur, je les regarde depuis des années. Je les connais. Je m'intéresse à la vallée du Nil, à l'Égypte antique. Le tarot, c'est pas un truc égyptien, ça n'a rien à voir. C'est complètement anachronique, c'est pas la même civilisation. Vous comprenez? Donc ça, moi, ça me pose un problème. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, et si ce que je dis, ça vous semble clair. Moi, je ne l'ai jamais entendu exprimer comme ça. C'est vraiment mon propos. Écoutez, moi je vous le livre comme je le sens. J'en ai tiré quand même une conclusion qui est un peu radicale, mais je vous invite à entendre les mots de façon neutre. J'appelle ça quand même la falsification occultiste du tarot. Prenez le mot neutre, c'est-à-dire que il n'y a aucun problème, c'est tout ça, ça nous passionne et ça fait que moi je peux créer une formation et puis en parler, donc il n'y a pas de problème en soi. Mais si moi, en tant que chercheur, j'essaye de qualifier ce qu'il s'est passé à la fin du XVIIIe siècle et que je veux être dans ma démarche précis et méthodique comme j'ai l'habitude de faire, il faut bien que je choisisse les bons mots, les mots justes. Et pour moi, le mot juste, c'est falsification ou dénaturation. Vous voyez, il y a eu pour moi à la fin du XVIIIe siècle une dénaturation du tarot qui a été faite par des occultistes qui ne se rendaient pas compte sans doute de ce qu'ils faisaient. Et après eux, tout s'est embrasé. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut les remercier. Parce que le tarot déclinait petit à petit à ce moment-là. Et ils ont fait repartir d'une façon indépassable l'amour, et pour le coup de la terre entière maintenant pour le tarot. Parce qu'à partir du moment où c'est entré dans les têtes que le tarot était un oracle divinatoire égyptien, hermétique et je sais pas quoi, à partir de ce moment-là, tous les peuples du monde se sont intéressés au tarot. Donc c'est magique. Peut-être c'était des vrais magiciens en fait. Et ils ont réussi leur prophétie en fait. Peut-être qu'ils ont fait tout ça justement pour ressusciter le tarot et pour le faire perdurer. On ne le sait pas trop. Donc moi je vais proposer dans le cadre de mes recherches un concept pour ce phénomène historique de la fin du XVIIIe siècle. J'ai envie d'apporter un concept. Pour l'instant, c'est pas nommé. J'ai travaillé à caractériser ça parce qu'il y a un phénomène, il y a quelque chose. Et ça, ce qu'on vient de voir à la dénaturation du tarot, changer le jeu de cartes philosophique, ludique, symbolique, allégorique en autre chose, c'est notre héritage. On est né dans un monde qui avait en héritage la dénaturation occultiste du tarot de la fin du XVIIIe siècle. C'est ça qui s'est passé, les amis. Je ne sais pas si vous le voyez clairement. Nous, on est né dans un monde où on pensait ça à la suite de ces occultistes très tardifs. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout est un peu mélangé. C'est pour ça. Parce que c'est vraiment rentré dans les têtes, quoi. Alors qu'on a vu ensemble que le tarot repose sur le concept d'atout, que l'atout, il est né en Italie en 1412, et donc le tarot peut pas être égyptien. Enfin, vous voyez, tout ça, on voit bien, mais c'est comme ça. Pour conclure, je pense que par contre, ça a une vertu aujourd'hui pour la recherche, une autre, en fait, une autre, puisque je vous en ai déjà cité, c'est que il y a aussi maintenant des voies d'études ésotériques du tarot. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut quand même que des chercheurs s'occupent de savoir si, dans certains tarots, à partir d'un certain moment où c'est possible, un certain ésotérisme maîtrisé par les créateurs est présent ou non dans les tarots. C'est super important. Donc il y a des chercheurs qui s'occupent de ça. Quand on va étudier les atouts, chaque fois que je verrai des trucs ésotériques ou quoi, je vous dirai, vous voyez. Donc ça, c'est important de le faire. Donc ça a aussi cette vertu. Sans doute que si les occultistes, avec passion, ne s'étaient pas emparés de ce jeu qui était en train un peu de décliner, peut-être que le jeu n'aurait pas totalement disparu, mais serait resté tout résiduel, tout un peu pourri comme ça, et que du coup, ben, la recherche historique d'aujourd'hui ne se serait pas vraiment posé la question de est-ce qu'il y a un aspect occulte du tarot. Mais vu que vous voyez, les occultistes ont dit que c'est carrément un objet occulte à l'origine dans sa conception, maintenant ça paraît logique à tout le monde de réfléchir à ça. Voilà.
Donc c'est un phénomène finalement historique qui est vachement intéressant, qui est tout à fait de son temps. Il y avait une égyptomanie à la fin du XVIIIe siècle qui était galopante. Il y avait justement toute l'arrivée, toute la diffusion du néoplatonisme, de la cabale chrétienne. Tout ça commençait vraiment à prendre corps dans l'esprit des érudits curieux et tout. Donc ça correspond aussi à toute l'histoire de notre modernité, hein. C'est un phénomène qui est très compréhensible, c'est tout à fait normal. À ce moment-là, à la charnière du 19e, c'est le début du romantisme aussi dans l'art, hein, en tant que courant, que mouvement d'idées et en tant que courant pictural aussi. Le romantisme participe énormément dans la tête des gens à cette promotion égyptienne du tarot, hein, c'est tout mêlé, donc c'est tout à fait passionnant à étudier cette histoire. Je pense que je vous en ai posé à peu près les fondements. Et maintenant, voilà, si vous voulez lire Antoine Courte de Guesblen, à sa suite Aliette, qui faisait de la divination, les Papus, les Wirth et tout, qui ont ensuite associé les 22 atouts du tarot aux 22 lettres hébraïques et tout, ou si vous connaissez déjà, hein, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà tout ça, eh bien voilà, c'est disponible. Mais c'était important pour moi de vous dire que avant cette date-là, il y a voilà, pas d'association des 22 atouts avec les 22 lettres hébraïques parce que tout simplement la guématrie n'est pas connue. La Kabbale, comme elle est pratiquée par les rabbins, n'est pas connue encore vraiment en Europe. Il y a quelques esprits qui l'étudient et on connaît la Kabbale, l'ésotérisme juif, on s'y forme avant la guématrie. La guématrie, c'est encore, vous voyez, plus tardif.